ça, ça s'est construit, c'était tout simplement parce que nos généraux, nos dirigeants ont trop spolié le peuple algérien. Si moi j'étais resté en Algérie, j'ai décidé de partir en 1975 parce que je voyais venir ce qui allait se passer en Algérie et je l'ai écrit, que les Algériens allaient s'entre-déchirer, s'entre-tuer et qu'on allait avoir des sergents en gandoura et en turban, etc., etc. Bon, je l'ai vu venir, j'étais peut-être pas le seul, mais enfin bon, j'étais l'un des seuls, sans doute, et heureusement que je l'ai écrit, mais j'ai vu, si j'étais resté, je serais devenu, moi, terroriste athée. J'aurais pris les armes contre ces généraux, contre ces vampires du peuple algérien, devenus insupportables. Bon, on le sait aujourd'hui maintenant, avec les scandales de la Sonatrach, avec etc., etc. Sur 10 bateaux de pétrole qui partaient d'Algérie, un bateau partait on ne sait où, pour que l'argent finisse en Suisse pour les comptes de X et Y, les généraux, etc., tenus à bout de bras depuis Paris. Alors si le fils est né, c'est parce que le peuple algérien en avait marre de ce régime, le peuple algérien en avait marre d'être spolié, d'être tondu et pelé, bouffé jusqu'à l'os, et il s'est jeté dans les bras des mosquées. Alors, on a confisqué le vote démocratique, municipal, qui a porté dans les communes algériennes des membres du fils comme conseillers et maires dans les municipalités algériennes. De quel droit on va dire à un peuple, tu as voté démocratiquement, mais ton vote démocratique n'est pas bon? On a bien vu ce que ça a donné. Bon, et maintenant les langues se délient. Maintenant on commence à voir, avec les confessions du journaliste Maqbel, etc., bon, on commence à voir que ce fils a été à 80% instrumentalisé par le pouvoir. Ce qu'on a même été jusqu'à appeler le terrorisme pédagogique. Vous vous rendez compte, terrorisme pédagogique pour apprendre au peuple algérien à se comporter. Bon, Ben Talha, les massacres des pères de Médéa, etc. On sait très bien que le GIA n'a rien à voir là-dedans. Que les journalistes eux-mêmes, les syndicalistes, ont été beaucoup plus tués par le pouvoir algérien que par le fils qui était instrumentalisé. Donc, l'Égypte, la Tunisie, etc., la crainte, c'est que, effectivement, soit on polarise, on instrumentalise et on monte en épouvantail pour éviter des gouvernements intermondialistes ou autres dans ces pays-là, ou alors on les laisse faire, et comme l'a dit Tariq si bien, qu'on est l'Égypte beaucoup mieux que moi, le mouvement des frères musulmans, aujourd'hui on est réduit à trouver ses repères. Bon. Donc Nahda, je suis désolé, en Tunisie, c'est pas les mollahs d'Iran, ça n'a rien à voir. À la limite, ce sera peut-être comme la Turquie, à l'extrême limite. So what? Pourquoi on s'accommode de la Turquie? On ne s'accommoderait pas d'une Tunisie qui aurait un régime islamiste modéré comme la Turquie. Bon, ça serait des transitions. Alors, le choix qu'on a, c'est laisser les Occidentaux décider pour nous. Voilà les choix dans lesquels... Alors c'est pour ça que j'ai dit que l'Occident s'est mis dans une situation inextricable, qu'il a créée lui-même, et je suis d'accord avec vous, tout ça est très compliqué. C'est aujourd'hui inextricable. On doit choisir entre la peste, le choléra et la tuberculose. Non, alors, il faut faire des choix. Alors juste un mot sur l'intégration et la Palestine, parce qu'on en a parlé aussi. L'intégration, écoutez, comment peut-on demander à des peuples, on me demande, je parle arabe, je le répète, je suis athée. Bon, ça va? Clair? Donc, pourquoi demander géométrie variable, comme on dit Tariq, à des musulmans de rentrer dans la société occidentale, par exemple en France, mais d'y rentrer selon un islam et des critères islamiques définis par les Français? Alors toi, un musulman, arabo-musulman qui commence à être docteur d'État, savant, etc., eh bien d'accord, on est bien obligé de tourner à ta place, mais on va te la donner si tu te soumets à nos dictats, et c'est nous qui allons te dire ce qu'est ta foi. De quel droit? C'est aussi anti-républicain d'imposer un vêtement à une personne que de le lui interdire.
Alors c'est quoi ce discours? Le plus républicain, c'est d'interdire aux femmes musulmanes de porter un foulard. Non, c'est anti-républicain. C'est aussi anti-républicain que de lui imposer. Mais au nom de ce discours soi-disant républicain, on veut nous culpabiliser, on veut nous victimiser, on veut nous rendre coupables de tous les maux qui frappent la France, etc. Bon, allez, on a parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, mais l'intégration, oui, d'accord, mais dans un minimum de respect dans ce que je suis, moi, dans mon identité avec laquelle je suis venu. Et tu ne vas pas me dire, tu t'intègres, mais en renonçant totalement à ce que tu es, et c'est moi qui va te dicter ce que tu es. Ça se fait dans les deux sens. Si le Canada et d'autres pays, l'Amérique, etc., ont recours à l'immigration, c'est pas pour nos beaux yeux, c'est pas pour nous sauver de la misère, c'est pas pour nous aider, c'est parce qu'ils ont besoin de nous comme main-d'œuvre pour faire concurrence à la main-d'œuvre québécoise et la main-d'œuvre canadienne pour maintenir les salaires le plus bas possible. Bon, alors, il faut arrêter cette rhétorique de on vous accueille pour vous aider. Et vous savez combien crée d'emplois un PhD étranger? Alors, les communautés les plus diplômées du Canada, Statistique Canada, communauté la plus diplômée numéro 1 asiatique, numéro 2 arabo-musulmane, numéro 3 canado-protestant, etc., etc. Vous savez combien d'emplois crée un PhD? Je suis PhD. J'arrive avec un PhD qui n'a rien coûté au Canada, pas un sou. C'est mon pays qui a tout payé. Un PhD, ça coûte entre 5 et 10 millions de dollars à former. En arrivant ici, j'ai économisé au Canada et au Québec 10 millions de dollars à moi tout seul. Bon. Et ensuite, je crée autour de moi, en moyenne, 500 emplois. Secrétaire, assistant, librairie, imprimerie, éditeur, distributeur, etc., etc., etc. Alors, il faut arrêter de me dire, on t'accueille, on t'aide, on te nourrit, on te cave, on te dorlote, on te, etc. Alors, enlève ta moustache, et etc. Non. Juste un mot sur la Palestine. La Palestine, il n'y aura jamais la paix tant que le contrôle sur le pétrole total de toute la région n'aura pas été réalisé, essentiellement par les États-Unis et l'Occident, et tant que les États-Unis n'auront pas regagné ce qu'ils ont perdu, et c'est ça leur guerre contre l'euro, ils ont perdu les talents or pour le dollar, et ils sont en train de perdre les talents pétrole. Voilà le nœud gordien du problème palestinien, et Israël est plus en danger de paix qu'en danger de guerre. Désolée de cette intrusion, mais je voulais dire simplement que si on peut être optimiste ce soir, c'est que la véritable question qui se pose, on peut se la poser indépendamment de toute analyse, parce qu'elle ne concerne pas aucune lecture du passé, mais elle concerne le présent, et cette véritable question-là, Tariq le formulait très clairement, c'est-à-dire comment casser la polarisation. Alors, en fait, elle est implicite, mais très devant. Donc, si la question qui se pose, c'est de comment casser cette polarisation. La seule chose que je mets en doute dans ce qui a été dit ce soir, c'est peut-être comment considérer la dispersion dans les partis, la dispersion idéologique. On l'a considéré, vous l'avez dénoncé peut-être comme une faiblesse. Mais moi, ce que je crois, c'est que peut-être si on peut la penser comme une force virtuelle et comme le reflet des impondérables, donc qui dans le fond, justement, on ne pouvait pas contrôler, ce serait cette force-là sur laquelle on pourrait miser pour avoir un véritable changement qui témoigne d'une volonté populaire, finalement. Donc, c'est ça. Non, moi, encore une fois, je peux être d'accord avec ce qui vient d'être dit. Si vous voulez, par rapport au fait de briser la polarisation, ce que je pense qu'il faut faire, c'est dans toutes les mobilisations idéologiques. Et encore une fois, j'interpelle autant ceux qui se présentent comme sécularisés, laïcs, athées ou agnostiques, que j'interpelle les islamistes
avec les implosions idéologiques, les vraies difficultés. Je veux dire, il y a des vraies crises croisées, j'appelle ça des crises croisées. C'est effectivement à un moment donné de sortir de ce face-à-face sur des espèces d'arrêts idéologiques qui sont dépassés historiquement. Même le discours islamiste a évolué, mais le discours aussi laïque a évolué. Et tout ce qu'on a réussi à faire à des moments donnés, d'ailleurs qu'on devrait, même dans le mouvement altermondialiste, moi j'étais impliqué dans cette réflexion-là, mais j'ai été très très déçu d'un certain nombre de personnes qui ne sont pas du tout prêtes à s'ouvrir sur la question de... Ils sont progressistes politiquement, mais tout à fait réactifs et réactionnaires sur le plan idéologique, religieux. Je veux dire, ils n'ont même pas conscience qu'il se peut que dans la conscience musulmane, il y ait quelque chose qui s'approche de la théologie de la libération réelle, c'est-à-dire une vraie force de mobilisation. Aujourd'hui, sortir de la polarisation, pour moi, c'est ça. C'est effectivement développer un nouveau discours de mobilisation sur un certain nombre de priorités qui sont celles de l'état de droit, mais également de la justice sociale, de l'ordre économique, d'arrêter. Encore une fois, moi aujourd'hui, quand on me dit l'alternative à l'économie et à l'ordre mondial, ou alors aujourd'hui c'est l'économie islamique, arrêtons, je veux dire, ces espèces de simplifications. L'économie islamique, ça veut rien dire. Il y a de l'éthique islamique en économie, mais l'économie islamique, elle est aujourd'hui le meilleur moyen d'intégrer à un ordre mondial économique quelque chose qui serait du halal. J'en ai déjà parlé beaucoup. Aujourd'hui, la véritable éthique musulmane en économie, c'est de poser la question de ce système d'un point de vue global. C'est des vraies questions, c'est des vraies questions d'idéologie économique. C'est pas simplement des petits bricolages techniques où on change la terminologie pour faire exactement la même chose. Ça peut pas être ça. Et ceux qui d'entre nous aujourd'hui disent « Ah, les seuls qui ont résisté à la crise, ce sont ceux qui ont produit... » Encore, arrêtons cette espèce d'idéalisation. Effectivement, encore une fois, le fait qu'on ait conscience qu'il faut travailler sur l'économie, c'est positif. Mais les réponses qu'on donne, à mon sens, sont totalement naïves et totalement en soutien de l'ordre qui s'impose à nous aujourd'hui. Mais la vraie question de l'éthique islamique en économie, c'est quelles sont les priorités de l'économie, c'est comment est-ce qu'on développe un rapport de commerce qui soit équitable ou qui soit, mais pas dans le sens de l'idéologie maintenant, qui questionne aussi la croissance, qui questionne les façons, les modes de production. C'est ça aujourd'hui qui, pour moi, serait un véritable apport de la référence musulmane, comme a pu l'être la référence chrétienne dans les critiques de l'économie dominante, et pas simplement des espèces d'aménagements. C'est ça pour moi, sortir de la polarisation. C'est vraiment développer les vrais thèmes qui sont porteurs de la critique du système qui s'impose à nous, et non pas d'accepter que le système nous impose les termes du débat intérieur. C'est ça le processus de libération. Bon, merci beaucoup et je vous remercie de votre attention et je pense un tour d'applaudissements pour nos futurs conférenciers.